De son titre original El Hoyo, La plateforme en français est un film espagnol sorti en 2019 lors du Festival international du film de Toronto et en 2020 sur Netflix. Le film est réalisé par Galder Castelo Urrutia et le scénario vient de David Desola et de Pedro Rivero. Le long métrage de 94 minutes se présente comme un thriller et un film d'horreur, mais il entre surtout dans la catégorie dérangeant. C'est un film tellement riche en signification et en interprétation qu'il est, à mon avis, impossible de ne pas y repenser régulièrement dans tout type de contexte. Ce film réussit bien son but de faire réfléchir et de continuer à exister bien après ces 94 minutes. C'est pourquoi je vais vous présenter en quoi La plateforme est un film à la fois philosophique et très politique. Tout d'abord, nous verrons en quoi La plateforme est une critique du système capitaliste, puis en quoi la société actuelle est défectueuse et les populations oubliées de cette société. Et enfin, nous verrons le questionnement et le message d'espoir qui se dégage de ce film, pourtant très sombre. Tout d'abord, la plateforme en elle-même est une métaphore de la société capitaliste. En effet, la plateforme, c'est l'histoire de prisonniers dans la fosse. Qu'est-ce que la fosse ? C'est un système vertical où les détenus sont deux par niveau et sont nourris par une plaque flottante contenant une multitude de plats différents qui descendent. Ainsi, les étages les plus bas ont ce que les étages les plus hauts leur ont laissé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour les étages les plus inférieurs. La fosse. Oui, la fosse. Est-ce que vous savez à quoi il sert, ce trou? Évidemment. À manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Parce que ceux du dessus voudront bien nous laisser. Dès le début du film, la situation est exposée. On ne parle pas à ceux du dessous parce qu'ils sont au-dessous, et ceux du dessus ne nous répondront pas puisqu'ils sont au-dessus. Il y a donc une hiérarchie très forte entre ces classes qui se méprisent mutuellement. Les prisonniers arrivent dans la fosse dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Ils ont chacun un but personnel très précis pour lequel ils subissent la vie dans cette prison particulière. Le personnage principal, Goreng, y est entré pour 6 mois en échange d'un certificat homologué, et son codétenu, Trimagasi, lui, est là depuis de longs mois et purge une peine d'1 an car il a accidentellement tué un homme en jetant sa télévision dans un élan de colère. Chaque détenu a donc un but, on leur promet ce dont ils rêvent, mais beaucoup ne pourront jamais l'atteindre et mourront au sein de la fosse. C'est l'idéologie capitaliste du self-made man. Un dur travail personnel donnera de grandes récompenses et de grands résultats. Les prisonniers pourraient aussi être une métaphore de la classe laborieuse ou ouvrière qui n'a que sa force physique pour pouvoir obtenir ce dont elle a besoin, et qui est exploitée par le niveau 0, le premier monde, qui représente les plus riches, et donc l'aristocratie financière, les banquiers, les boursicoteurs et les propriétaires, ainsi que la bourgeoisie industrielle, selon les idées de Karl Marx sur la lutte des classes. D'ailleurs, on peut voir que Goreng passe un entretien très poussé pour pouvoir intégrer la fosse. En donnant l'impression d'être très sélective, la plateforme est présentée comme une chance, une opportunité qui s'ouvre à lui, et il est heureux d'être accepté dans cette prison. Dans une interview pour le site Collider, Galder Castelo Urrutia explique que Goreng est juste de la viande pour la plateforme, l'administration l'acceptera dans tous les cas, mais cet entretien est présenté comme une super opportunité, comme un luxe auquel aspirer en pleine détresse. Enfin, pour finir sur la critique du capitalisme, nous allons nous intéresser à deux personnages très contrastés qui représentent tous deux la population de ce genre de société. Tout d'abord, Trimagasi est un homme avide et volontairement méchant. Il conforte ainsi toute la corruption du système. Il veut du pouvoir et l'affirme sur tout ce qu'il peut. Il crache tous les jours sur la nourriture qui descend vers les plus bas, par exemple, et lorsque Goreng s'en indigne, il répond simplement que ceux du dessus l'ont sûrement déjà fait. Il s'amuse ainsi à utiliser le seul pouvoir qu'il a pour soumettre ceux de l'étage inférieur en leur urinant dessus, par exemple. Ou bien, au début du film, il refuse de donner toutes les informations qu'il possède à Goreng, et va même jusqu'à garder le pouvoir sur le mot évidemment qu'il utilise à tort et à travers durant tout le film. Le second codétenu de Goreng est Imogiri, une femme qui veut se montrer altruiste et bienveillante. Elle vient de la haute société puisqu'elle travaille dans l'administration de la plateforme, et c'est elle qui a fait passer les entretiens d'entrée à Goreng. Elle décide de rentrer elle-même dans la fosse parce qu'elle a pris conscience de ses privilèges et veut faire changer les choses. Pourtant, ses actions sont futiles. Par exemple, elle tente de faire respecter un rationnement de la nourriture, mais
ces petites actions ne permettent pas de changer le mode de fonctionnement entier de la fosse. Et elles restent d'ailleurs, malgré elles, très racistes et très partiales. Ainsi, le film La Plateforme est une critique très poussée de la société capitaliste et en montre ses travers. Les personnages permettent aussi de montrer différentes visions des habitants de cette société. Mais certains personnages permettent aussi d'attirer l'attention sur les populations qui sont oubliées. Donc dans cette deuxième partie, nous allons désormais nous intéresser aux défauts importants de la société capitaliste et aux populations qui sont invisibilisées dans ce système. En effet, tous les mois, une femme asiatique et muette, nommée Miharu, descend avec la plateforme. On dit qu'elle se bat pour qu'il reste de la nourriture à son enfant qui serait caché tout en bas de la fosse. L'ancienne employée de l'administration, Imogiri, affirme à Goren que cette histoire n'est qu'une rumeur, qu'aucun enfant n'est jamais entré dans la fosse et que cette femme n'est qu'une folle, et elle en profite d'ailleurs pour l'insulter sur ses origines. Pourtant, on découvre à la fin que la petite fille est bien réelle. L'administration n'a pas connaissance de l'existence de cet enfant et ignore même qu'il existe 333 niveaux. Imogiri se montre hostile à l'idée qu'il puisse exister et ne veut pas en entendre parler. Les détenus eux-mêmes ne savent pas combien il y a d'étages et se refusent à croire que cet enfant existe. Cette métaphore permet donc de mettre en lumière le manque de reconnaissance des populations immigrées et des enfants. Les grands du monde n'ont pas connaissance des souffrances et des problèmes que peuvent avoir les classes les plus basses. De même, les enfants sont souvent oubliés dans les conflits, dans les contextes de famine, dans les difficultés politiques. Tout comme l'enfant de la plateforme, il est ignoré de tous, et cela dans les deux acceptations de ce terme. À la fois, ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas qu'il existe, mais aussi dans le sens de mépriser, et ça de manière beaucoup plus consciente. Le fait que cet enfant et sa mère soient d'origine asiatique et soient tous les deux muets démontre de la difficulté pour eux de se faire comprendre, déjà par la difficulté de la langue qui est différente, mais aussi parce que personne ne leur laisse la parole et personne ne veut les écouter. Ils n'arrivent pas à se trouver une place dans un système dans lequel ils vivent sans que l'on se rende compte et qui les déplace complètement. D'ailleurs, dans la plateforme, on change de cellule et donc d'étage tous les mois. Les prisonniers s'endorment le soir et se réveillent à un étage aléatoire le premier de chaque mois. Ainsi, celui qui était à un étage privilégié, par exemple le 8e, qui ne mangeait les restes que de 14 personnes, peut se retrouver au 50e, où 100 personnes auront déjà mangé avant lui. Cependant, il est évident qu'il y a bien un problème lorsque l'on sait qu'il y a 333 étages. Dès l'étage 50, la nourriture est gâchée, mais vers l'étage 100, elle commence à se faire rare. Ainsi, à partir de l'étage 150, la faim prend le dessus et la chance de survie ne devient possible que par le cannibalisme, la plateforme arrivant parfaitement vide. Le fait de se retrouver dans un étage aléatoire et qu'il est impossible d'influencer sur ce hasard est un symbole. On ne choisit pas la classe sociale dans laquelle on est. Cela peut reprendre la thèse du déterminisme social de Durkheim. Les pensées et les comportements des hommes résultent d'une contrainte sociale qui s'exerce sur eux, et la plupart du temps sans que ceux-ci en aient conscience, et ici, qui diffèrent selon les étages. Tandis qu'au niveau 48, Trimagasi ne se montre pas vraiment agressif, au 171, il devient sans pitié, et l'attache afin de pouvoir le manger petit à petit durant le mois. Les comportements changent donc selon la classe sociale dans laquelle on se retrouve, et les préoccupations ne sont plus du tout les mêmes. Il reste seulement 2 mois à purger à Trimagasi. Ne peut-on pas comprendre sa vision des choses dans un contexte de survie? Ce qui est inimaginable et immoral dans un étage peut devenir nécessaire et vital dans un autre. Ce système contraste donc avec l'idéologie du self-made man que nous avons vu précédemment. Notre niveau dans la plateforme détermine ce que nous allons devoir faire et il n'y a aucun moyen de monter dans les étages. Cette citation que j'ai trouvée de Chantal Jacquet, une philosophe contemporaine et spécialiste de Spinoza, m'a paru très intéressante pour expliquer que l'on commence forcément de quelque part et que l'on ne peut pas choisir d'où. Il existe tout un discours qui met en avant le mythe du self-made man, en disant qu'il est bien la preuve qu'avec du travail et de la volonté, on arrive à tout. Ce discours est bien pratique car il justifie l'immobilisme sur le plan politique. Mais le volontarisme est profondément gênant car il laisse entendre que chacun est toujours responsable de ce qu'il fait. En tant que spinoziste, j'affirme que le libre arbitre n'existe pas et qu'on ne part jamais de rien. Le commencement absolu, ex nihilo, est une illusion.
Les gens qui soutiennent le contraire sont quand même des gens qui vivent dans des conditions favorables et qui occultent ce qui explique ces parcours atypiques. Enfin, nous allons parler de cette haute société au niveau 0 qui produit la nourriture pour les prisonniers de la plateforme. C'est vraiment eux qui ont créé toute l'économie de la prison. Mais ils sont tellement occupés à la production, obnubilés par le perfectionnement de leurs plats, par la création de diversité, qu'ils finissent par être aveugles à ce qui se passe sous leurs pieds et perdent leur but de vue. Leur objectif est logiquement de nourrir les prisonniers. Pourtant, seuls les premiers étages sont servis de mets les plus raffinés les uns que les autres. Ils sont totalement détachés de la réalité, qu'ils ne peuvent même plus voir, alors que ce sont eux qui pourraient faire changer les choses au sein de la plateforme. Ce sont les puissances économiques du monde. Ainsi, dans la troisième et dernière partie, nous allons voir en quoi ce film a tout de même un message d'espoir pour l'avenir. Avant leur entrée dans la fosse, les prisonniers ont le droit d'emporter un seul objet avec eux. Celui que Goreng emporte est très symbolique, puisqu'il choisit le livre Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Ainsi, Goreng est lui-même le Don Quichotte de son histoire. Physiquement, il ressemble à la description du héros romanesque. Il est grand, brun et porte la moustache. Les deux protagonistes de leur histoire essayent de changer les valeurs de leur société et ont une vision très idéalistique de l'évolution de la société. Leur volonté de changement est noble, mais malheureusement impossible. Et tout comme le livre de Don Quichotte, qui peut être analysé et interprété de différentes manières, la plateforme laisse une grande marge d'interprétation à chacun. Enfin, si vous avez vu le film, la fin a dû vous laisser perplexe. En effet, Goreng trouve enfin la fille et comprend que c'est elle le symbole à envoyer au niveau 0 pour les faire réagir. Sa mère s'appelle Miharu, ce qui peut avoir plusieurs significations en japonais. Tout d'abord surveiller, mais aussi protéger et enfin faire ouvrir les yeux. Sa mère est donc celle qui va protéger son enfant et qui, lui, fera ouvrir les yeux à toute l'administration et fera changer les choses. Cet enfant, innocent, vulnérable et pur, représente l'espoir et la confiance. En effet, la petite fille ne peut survivre que si les adultes du monde se montrent bienveillants et la protègent. Goreng hésite, puis se rend compte que lui, qui représente la génération précédente, a été trop corrompu par la société, par le pratique du cannibalisme, par ses meurtres, et ne peut pas remonter avec elle. Il laisse donc sa place et se sacrifie pour que l'avenir, donc la génération future, puisse enfin faire changer les choses. Pour conclure, ce film est truffé de symboles et laisse le champ ouvert à l'interprétation de chacun, surtout par le choix de la fin, le dernier plan étant celui de la petite fille en train de remonter avec la plateforme. Libre au spectateur d'interpréter cette image et de croire ou non en la réussite et au changement de la société. Le film se veut être une critique de la société capitaliste actuelle, mais en aucun cas elle ne peut donner des réponses ou des solutions à cette société. Elle refuse également de hiérarchiser les systèmes politiques et ne donne aucune alternative. On le voit notamment lorsque Goreng descend et tente de distribuer équitablement les parts de nourriture. Il impose sa vision de la politique à tous les niveaux et use de la violence jusqu'à tuer certaines personnes opposées à cette vision, et il devient alors encore plus oppresseur que le système en place. De même, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de vision manichéiste entre gentils et méchants. Le film questionne justement le fait d'être une bonne personne à chaque niveau de la plateforme et de la société, alors que ce que nous possédons et nos besoins vitaux sont menacés. Je finirai donc sur les mots du réalisateur lui-même qui insiste sur le fait que ce n'est pas une critique de la société, mais une autocritique. The film, nuance to what many claim, is not a social critique, is a social self-criticism.